à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Front-End Chronicles, épisode 20. Je suis Benjamin Ozano et je co-anime toujours ce podcast avec Denis Souron. Comment vas-tu, Denis ? Bonjour à toi, Benjamin. On attaque le premier épisode de 2024, épisode numéro 20 comme tu le disais, et on arrive sur un sujet de cœur. Pour toi comme pour moi, on va parler d'Angular et toutes les nouveautés qui se sont passées. Alors on a un tout petit peu de retard par rapport à certaines grosses annonces que vous avez déjà pu voir. On a quand même pas mal de choses à raconter. On va aussi parler de la suite. Et on parlera, je crois, aussi un peu des communautés. Donc, qu'est-ce que les gens font autour dans l'écosystème Angular ? D'ailleurs, oui, au mois de novembre, il y a eu une soirée, une sorte de keynote, un peu à la Apple, avec la team Angular. Ils avaient mis beaucoup de moyens sur les effets visuels, mais moins sur les micros des intervenants. La plupart des intervenants étaient en remote, mais n'étaient pas super bien équipés au niveau des micros. Donc, parfois, ça buguait, c'était pas super clair. Mais on a subi, du coup, un rebranding, un redesign du logo d'Angular, un nouveau logo, copyright friendly, avec les communautés. Ce n'était pas forcément le cas ou clair avant. Il me semble que du côté de Rust Foundation, il y a eu un problème comme ça, Denis. Ouais, en fait, oui, c'était rigolo parce que c'est arrivé peu de temps après certains dramas qu'il y avait côté Rust, où en fait la fondation Rust, on sait qu'elle est propice à certains dramas, et en fait il y avait quelques problèmes sur les nommages, les événements, les couleurs, les logos, etc. Et ce qui fait que c'était très très dur pour les gens qui sont fans de Rust, qui ont envie de propulser des choses, que ce soit des librairies, des événements, de la documentation, des outils, des communautés. Mais en fait, ces gens-là avaient peu d'outils parce qu'ils ne pouvaient pas mentionner Rust dedans, ils ne pouvaient pas reprendre une partie du logo, ils ne pouvaient rien faire. Et donc, au bout d'un moment, en fait, ils étaient un peu coincés. Là où, côté Angular, on a connu pendant longtemps toutes les libs qui commençaient par NGX, par exemple. Donc voilà. Et puis là aussi, au niveau du press kit, donc c'est quelque chose qu'ils fournissent à chaque fois, côté Angular, là, avec le rebranding, on a aussi un nouveau press kit où ils expliquent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que il y a une partie du logo qui est animée avec des gradients et tout. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on prenne, par exemple, une version du logo, mais qui est un état du gradient. Sachant que le logo, en fait, il est animé. Et donc, du coup, on a différentes couleurs qui balayent, en fait, le logo. Et on ne veut pas un snapshot à un instant T de ces couleurs-là. Donc voilà. Mais par contre, on peut reprendre le A, etc. Sur le moment, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme un petit tacle quand même à la fondation Rust, qui sont, je trouve, assez maladroits sur ce sujet-là. Alors, pour retrouver ces guidelines, c'est angular.dev/press-kit. On vous mettra évidemment le lien dans les notes de l'émission. Et ça a été aussi l'occasion d'annoncer l'arrivée d'un nouveau site Angular, angular.dev. C'est une sorte de refonte du site actuel, avec une reprise de la documentation également actuelle, mais également de nouveaux playgrounds disponibles directement en ligne dans le navigateur, permettant tout simplement d'appréhender Angular directement. Alors vous vous posez peut-être la question de que va devenir le site actuel d'Angular, angular.io. En fait, ça va être très simple. Ils vont migrer complètement cette année, donc en 2024, sur angular.dev, qui est actuellement en bêta. Et du coup, comme tu parlais aussi des playgrounds et tout ça, un des ajouts quand même qui est pas mal important dans la nouvelle doc, c'est qu'on a des tutoriels interactifs et des playgrounds, donc en gros un bac à sable, sur lequel en fait on peut développer de l'Angular directement sur le site. Donc c'est l'équivalent d'un StackBlitz si vous connaissez. Mais l'avantage c'est que pour les gens qui découvrent ou alors les gens qui veulent expérimenter quelque chose très rapidement, ils peuvent le faire, ils ne sont pas obligés d'installer un setup de code chez eux, ou alors d'avoir des choses un peu plus contraignantes, parce que StackBlitz, des fois, même si ça fonctionne bien, des fois on a les packages à ajuster ou des choses comme ça, et puis quand on va le lancer, en fait, on va avoir une version mineure de retard. C'est pas très très grave, mais si on veut tester un truc de la dernière version, par exemple, on l'a pas. Et voilà. Donc ça, je trouve que c'est un ajout qui est plutôt pas mal, qui permet d'expérimenter des nouveautés très très facilement. Et on va attaquer enfin Angular 17. Bon, ok, c'est pas nouveau, puisque la nouvelle version d'Angular, donc la 17, est sortie début décembre, mais on va commencer quand même par parler de quelque chose qui est relativement important, le nouveau Control Flow. Toujours en développeur preview cependant, vous pouvez l'utiliser dès à présent, mais sans garantie que l'API ne bouge pas.
on va avoir une évolution sur la manière dont on va interagir avec notre template. Et quand je dis manière, c'est la façon dont on va conditionner, cacher ou encore répéter des éléments dans celui-ci. Alors auparavant, nous avions nos fameuses directives, les ngIf, les ngFor, etc. Et celles-ci se basaient entre autres sur Zone.js pour pouvoir faire ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire cacher, répéter, conditionner. Avec le nouveau Control Flow, on a fait une pierre deux coups. Non seulement on améliore la DX, donc la Developer Experience, en proposant une manière plus claire de manipuler notre DOM, mais également de s'affranchir de la détection de Zone.js et d'avoir du coup un control flow totalement compatible avec les signaux. Ouais, sachant qu'un des éléments qui a été retiré en fait aussi, qui est changé par tout ça, c'est que en fait le control flow maintenant, s'il est géré par des mots-clés et plus des directives, ça simplifie aussi énormément de choses côté du fonctionnement d'Angular parce qu'en fait, du coup, ça repose plus sur des directives, là où il y avait du coup le view container ref et plein d'autres choses, et donc du coup sur toute la logique de directive qui, sans être forcément lourde, avait quand même une place dans l'exécution, etc. Et en fait, là, on a juste des mots-clés qui sont là pour faire des itérations, des conditions et des choses comme ça. Et c'est beaucoup plus simple plutôt que d'apposer des directives sur des blocs où là, en fait, on rajoute du comportement sur un bloc. Dans ce nouveau control flow, on a des choses dont l'écriture est un peu similaire, les deferrable views. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, Denis ? Alors, les deferrable views, alors je le traduis en français de manière très très directe en vue différée. En gros, l'idée, c'est quoi ? On a un mot-clé qui sera @differ, D-E-F-E-R, qui va permettre en fait de faire du lazy loading, mais au niveau du template. Le chargement, il est asynchrone, etc. Comme si en fait on chargeait un module dynamique via une route. Ça a l'air intéressant sur le papier, mais peut-être un peu jeune, non ? Moi, je suis pas forcément très hypé par cette feature parce que je pense que les cas d'utilisation existent, mais c'est assez limité en fait, je pense, en termes d'usage. Je vois pas trop vraiment là où on peut gagner des choses au niveau de notre appli parce que l'argument c'est vraiment le découpage du bundle et puis la performance, mais je vois pas trop où est-ce qu'on pourrait avoir ce problème-là si on a déjà pas mal découpé nos routes. On a également Vite et ESBuild par défaut maintenant. Et je vous renvoie sur le Frontend Chronicles 14 où on en parlait, entre autres avec Webpack et TurboPack. Ouais, ça fait du bien, je trouve, qu'on bouge là-dessus. Justement, dans l'ancien podcast, on parlait, moi j'exprimais un certain scepticisme sur le fait qu'on puisse y arriver relativement rapidement. Et au final, c'est déjà là, et ça, c'est cool. On a les signals qui passent en stable, qui sortent de Developer Preview, avec notamment la suppression de la méthode mutate. Donc pareil, on a fait un podcast dédié, Frontend Chronicles numéro 16, où on parle de long et en large de la création des signals, c'est d'où ça vient. Passons maintenant à une partie intéressante, l'hydratation, Denis. Alors, chose qu'on avait un peu mis de côté Angular et qui revient, c'est comment je redonne tout le dynamisme en fait, d'une application JS sur la base d'une page HTML rendue par un serveur. C'est quelque chose qui est sorti de Developer Preview en 17 côté Angular. Et du coup, l'idée, c'est qu'on avait déjà du SSR avec Angular. Et donc, du coup, SSR, un serveur Node qui renvoie une page. Et cette fois-ci, on a des métadonnées qui sont envoyées en plus, donc qui correspondent à certains états qu'avait le serveur, etc. Donc les états qu'il y avait dans les services et compagnie, pour réduire le nombre d'actions à faire côté client. Pour ceux qui ont déjà creusé cet aspect, avant d'avoir ça, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait le HTTP Transfer Cache qui nous permettait d'envoyer du JSON en fait, sérialisé dans la page HTML. Là-dessus, si vous ne faites pas de SSR, c'est pas très grave. Si vous faites un nouveau projet, du coup, vous aurez quelque chose qui marche clé en main. Si vous en faisiez pas, mais que ça vous intéresse, vous pouvez regarder un peu comment ça se passe. Voilà, c'est pas forcément à appliquer partout, mais ça peut être intéressant de s'interroger au niveau du SSR. Pourquoi ? Notamment pour les metrics des Core Web Vitals qui vont impacter votre ranking. Pour les métadonnées de référencement aussi, donc ça c'est pareil, ça va impacter votre ranking. Et dernier point quand même sur les nouveautés Angular 17, on peut faire du diagnostic de template pour les signaux, n'est-ce pas Benjamin ? Yes, en fait c'est une toute petite nouveauté mais qui va être agréable. C'est qu'on nous a appris depuis tout petit en Angular de ne pas mettre de fonction dans le template. Et là, avec les signaux, en fait un signal c'est
un appel de fonction dans le template. Donc du coup, ça fait un peu bizarre. Et comme on a l'habitude justement de ne pas utiliser de fonction, si on utilise un signal, on est obligé de faire l'appel de fonction. Et du coup, on nous dit, quand on utilise un signal, mais qui n'est pas avec des parenthèses, c'est un signal, mais faut mettre les parenthèses. Voilà, c'est tout con, mais on va en avoir besoin là sur les futurs projets, même les projets que vous allez migrer, que vous allez commencer à faire des signals. C'est bienvenu. J'espère d'ailleurs qu'au niveau linter et tout ça, parce qu'on peut mettre des règles de lint pour limiter les fonctions dans les templates, j'espère qu'on pourra faire justement le distinguo entre ça, c'est une fonction, il faut éviter, parce que du coup, ça fait beaucoup de recalculs à chaque repaint, ou alors ça c'est un signal, donc il n'y a pas de problème en fait, c'est géré. On a une sortie récente de 17.1 et encore plus récente de 17.2, notamment de la nouveauté côté signaux. Un premier élément qui est très simple, c'est les inputs à base de signaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir mon décorateur @input et puis ma valeur, etc., je serai capable de faire le nom de mon input égale input qui sera un signal. En fait, ça va nous renvoyer un signal automatiquement. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'on évite de la logique avec des setters d'input qui pouvaient être un peu verbeux, un peu maladroits. Et on a aussi des expérimentations sans zone aussi pour la 17.1. Et on remarque aussi une petite disparition progressive des annotations dans Angular. Alors il y en a encore, @component, ça existe toujours, bien sûr, mais en fait, on avait aussi cette disparition-là quand on faisait de l'injection de dépendance dans votre constructeur. À un moment donné, on nous a préconisé de dire, regardez, vous pouvez le faire maintenant avec la méthode inject directement. Donc on apporte aussi peut-être un peu plus de clarté pour dire, en fait, vos injections de dépendance, c'est là qu'elles sont créées quand c'est injecté dans le constructeur. Et là, du coup, on retrouve un peu cette même logique, c'est-à-dire qu'on va enlever cette annotation pour pouvoir directement, votre input de composant, c'est devenu un signal, et c'est ici qu'il est déclaré. Et tu parlais justement des expérimentations en zoneless. Oui, parce que derrière, en fait, aujourd'hui, vous allez pouvoir expérimenter justement des inputs avec des signals. Est-ce qu'il y a une plus-value à le faire aujourd'hui spécialement ? Peut-être pas. Par contre, ça va vous permettre de commencer à manipuler les signals aussi dans vos templates et donc d'avoir des cas peut-être un peu plus concrets. L'avantage avec tout ça, c'est que là, pour l'instant, c'est de l'expérimentation, il y a du prototypage et tout ça, on teste des choses, et du coup, on n'est pas à l'abri que, tout simplement, les applications Angular 18 ou 19, par exemple, soient fournies sans zone, par défaut. Et c'est quoi l'intérêt de ça, vous allez me dire ? En fait, quand on regarde aujourd'hui les performances de rendu Angular, donc les créations de lignes, modifications de lignes et tout ça, donc là, c'est les benchmarks très, très classiques de production de HTML et de réactivité. Si on est capable de faire un Angular qui fonctionne sans zone, on fournit un des frameworks les plus rapides du moment. On n'est pas très très loin du Vanilla.js. Donc, c'est des choses qui sont vraiment très très confortables parce que, évidemment, quand on fait de l'Angular, on n'a pas la même DX que quand on fait du Vanilla.js. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la disparition en fait, du setter dans le @input. Comment on va pouvoir faire aujourd'hui avec un input signal, justement, pour remplacer cette espèce de setter en entrée de la détection ? Ah oui, là, en fait, comme on a un signal, on pourra faire tout simplement un effect ou un computed pour faire tous les calculs en fait, qu'on mettait avant dans le setter. En fait. Et puis, dernier élément aussi pour la 17.1, chose très basique, mais un petit bump TypeScript. À chaque fois qu'on parle des nouveautés d'Angular, on le rementionne. Et au moins, en fait, on sait qu'on peut faire du TypeScript 5.3, du coup, avec de l'Angular 17. Et bien sûr, on ne s'attarde pas sur le changelog de TypeScript 5.3. On n'a pas vu de feature particulièrement intéressante pour nous, mais on vous mettra le lien du changelog, bien sûr, dans les liens de l'émission. Et bien sûr, ce n'est pas tout. Avant-hier, il y a une nouvelle version d'Angular 17.2. Et ça commence par l'arrivée des queries as signals. Alors, c'est quoi ? C'est tout simplement l'utilisation de ce que vous connaissez déjà, le viewChildren, le viewChild et le content-children, mais directement avec des signals et, encore une fois, sans annotation. Et voilà, on remplace les décorateurs. Moi, je trouve que c'est un truc qui est plutôt pas mal parce que les décorateurs, c'était des choses qui n'étaient pas forcément hyper bien au niveau TypeScript. Voilà, c'est une feature expérimentale. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. En fait, on bouge sur des signaux.
Et en parlant des signaux, on a aussi l'ajout des NG modèles, banana in the box, comme on dit, donc les crochets et les parenthèses, qui vous permettaient de faire un binding bidirectionnel, affecter de la valeur et puis recevoir un événement quand la valeur change. Et bien ça, on a des prototypes qui arrivent avec des signaux, donc ça c'est plutôt cool. Et on va continuer un petit peu avec du testing, avec ce qu'on appelle le defer testing. Alors c'est quoi ? C'est un changement du comportement par défaut du test bed pour les tests des composants qui utilisent les nouveaux blocs @defer. Voilà, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Et puis d'autres petites choses aussi. On avait une directive qui gérait les images pour les images optimisées. Bien là, il y a encore des choses en plus là-dessus, notamment la possibilité de rajouter un placeholder pendant le chargement des images. Voilà. Moi, cette directive, je ne l'ai pas trop utilisée. Je la trouve plutôt sympa, mais en vrai, à chaque fois que j'ai eu des usages avancés des images, en fait, je ne passais pas par la directive, je passais plutôt par un service, en fait, comme le service de médias Adobe, par exemple. Et enfin, pour terminer, des modifs aussi Angular CLI. Le support de Bun, qui n'est pas anodin. Moi, je trouve que c'est un truc plutôt cool. On ouvre l'écosystème à d'autres possibilités. Et puis, des logs de build au format JSON. Donc, voilà, des choses que vous pouvez mettre dans votre CI pour que ce soit un peu plus complet ou alors que vous puissiez l'analyser de manière plus complète. Et Denis, roadmap pour la suite, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite d'Angular ? Il va se passer beaucoup de choses. Alors, là-dessus, on n'a pas forcément de date. Non. Donc, tout ce qu'on va vous dire là, c'est du pour plus tard. Des choses plutôt cool. On vous a parlé au tout début de Angular.dev qui était arrivé. La nouvelle documentation, le nouveau point d'entrée pour faire de l'Angular. Truc structurant qui change pas mal l'approche. Ils ont changé la politique qu'ils avaient pour les traductions de leur documentation. Parce que j'avais regardé par curiosité, fut un temps, pour participer à une traduction française éventuellement de Angular.io. Et en fait, c'était très très compliqué. C'est-à-dire que si on voulait porter l'initiative, déjà c'était à notre responsabilité à chaque fois faire les mises à jour de la traduction, dès qu'il y a des nouvelles pages, etc. Donc déjà, ça pouvait représenter une certaine charge, c'est-à-dire fallait être sûr d'être tout le temps à jour, et ils étaient très exigeants là-dessus. Et en plus de ça, il fallait aussi s'occuper de l'hébergement, sauf que l'hébergement, c'est pas gratuit. Et du coup, en fait, quand tu es plus une approche open source communautaire et que tu te dis que là, je suis prêt à donner un coup de main aux traductions et qu'on te dit, là, il faut que tu trouves une solution d'hébergement, faut que tu te débrouilles pour la financer et il faut que tu sois aussi toujours présent pour continuer à faire les mises à jour, etc. Et c'est pas si simple que ça. Et du coup, c'est pour ça que finalement, des versions traduites de Angular.io, il n'y en a pas beaucoup. Toute cette approche-là change pour Angular.dev et ils travaillent sur la possibilité de juste traduire en fait Angular.dev et la communauté aura juste à soumettre en fait les traductions. Et puis après, une relecture et puis ça part. Et donc ça, c'est cool. Ils géreraient l'hébergement en fait à côté, quoi. En fait, ça serait un sous-domaine, imaginons fr.angular.dev par exemple. Et donc ça, c'est plutôt cool. Et ce qui va permettre d'avoir des versions françaises, allemandes, espagnoles, même évidemment toutes les autres langues de la doc Angular. Et donc ça, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que moi, je ne sens pas du tout de barrière à avoir une doc en anglais, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et donc, ne serait-ce que par inclusivité, je trouve que c'est une bonne initiative. Un peu de nouveauté aussi concernant le DevTool d'Angular. On va pouvoir débugger des signals dans DevTool. Donc c'est un outil qui est quand même très puissant, qui vous permet de débugger des applications Angular, de voir un petit peu ce qui change, vos directives. Et là, vous allez pouvoir avoir vos signals, leur état, ce qui va se passer, et introspecter votre code également. On va parler un petit peu de HMR pour Hot Module Replacement. Alors c'est une petite nouveauté qui est arrivée en Angular 11 qui vous permettait de recharger un module applicatif de votre application d'Angular. Alors ça marchait plus ou moins bien. Des fois, il y avait des effets de bord inhérents potentiellement à Webpack qui étaient dessous. Et là, en fait, dans le futur, comme on est passé sur du Vite et de l'ES-Build, la team Angular va explorer en fait justement des améliorations de cette nouvelle implémentation en Vite et en ES-Build pour justement être de plus en plus précis sur ce rafraîchissement. C'est qu'au final, quand on va être en zoneless, les seuls refresh qu'on pourrait espérer, c'est quand ton signal redessine une partie de ton HTML et c'est uniquement cette partie de HTML qu'on pourrait recharger à terme.
Dans la partie exploratoire, on a aussi 2 sujets qui sont liés à la partie génération de contenu serveur. Ça, on en parlait, je crois, précédemment aussi, du fait que les frameworks allaient potentiellement réagir, ou en tout cas explorer des choses, suite à l'arrivée de Qwik, qui avait pas mal bousculé certains paradigmes ou certaines approches en fait, du front-end. Dans les choses qui sont potentiellement prévues par la suite, on a le fait de faire du streaming de rendu serveur. Alors, ça paraît un peu obscur comme ça, mais en fait, c'est utiliser les mêmes techniques de streaming, donc en gros découper en chunks en fait, notre page, pour pouvoir envoyer la page générée par le serveur en petits blocs, plutôt que la page complète d'un coup. C'est quoi l'intérêt ? Eh ben, je suis en 3G, 4G, voilà, en déplacement, en voiture, en passager bien sûr, et je veux charger une page. Et en fait, ma page, en fait, elle fait 4 mégas parce que même si j'ai du SSR, j'ai quand même beaucoup de contenu, etc. Et je mets du temps à avoir mon premier affichage, etc. Donc j'ai l'impression que ça ne charge pas, alors qu'en fait, si ça charge, mais on est en train de télécharger 4 mégas. Et donc là, l'idée de faire du streaming de rendu serveur, c'est de découper. On ferait des chunks, par exemple, de 200 KO. Et puis, on serait capable, comme ça, d'afficher progressivement notre vue. Donc là, ça ne change pas forcément le temps de rendu total d'une page, mais c'est de l'expérience utilisateur. On n'a pas l'impression de charger dans le vide. Ok, ça promet pour la suite. Mais tu avais aussi un deuxième point concernant l'hydratation. Oui. On vous a parlé tout à l'heure d'hydratation de contenu, donc comment on synchronise les états qui étaient côté serveur avec les états côté client pour que les vues se passent bien. Et ben en fait, ils sont en train de creuser aussi l'hydratation partielle avec l'utilisation des vues différées. Okay. Grosso modo, le serveur, comme je vous disais tout à l'heure, le serveur, il génère une première vue qui est pas complète, okay. Et le client, il reçoit la vue, il l'hydrate. Il appelle les défers. Donc les vues différées sont chargées, elles, plus tard et ne font pas partie de l'hydratation classique de l'application. Ok. Voilà. Bon. C'est très précis, c'est très pointu. N'hésitez pas à aller voir la doc par vous-même, notamment sur le SSR, par exemple. Du SSR et du CSR quand on a une application JS. Ouais, voilà. Quelles sont les problématiques de l'hydratation ? Dans quel cas on veut de l'hydratation ? Dans quel cas on veut plutôt éviter d'en avoir ? Voilà, c'est très très touchy, donc on ne s'étend pas là-dessus. Dernière chose importante, potentiellement des nouveaux formats pour écrire des composants. Alors on parle de SFC, donc Single File Component, quelque chose qu'on connaît déjà dans Vue avec les fichiers .vue, qui regroupent en gros 3 grandes parties, une partie pour le code de la logique, une partie pour le code de la vue et une partie pour le code correspondant au style. Alors c'est vrai qu'on peut déjà faire quelque chose comme ça avec l'annotation @component aujourd'hui, mais ce n'est pas vraiment une SFC en tant que telle. Et donc du coup, ça a été introduit par les .ng dans Analog.js. Enfin, alors en fait non plus avec des .ng, puisqu'il y a eu une petite shitstorm sur le fait d'appeler les .ng .ng. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent en ng. Et comme c'était une proposition faite par le meta-framework Analog.js, c'était plutôt logique finalement d'appeler ces fichiers .analog. Voilà. Et donc là, je te propose qu'on attaque le dernier point, les communautés. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans les communautés ? Ce que j'entends par là, c'est l'écosystème, des gens qui sont rattachés à Angular directement ou pas, qui poussent des choses côté Angular qui sont intéressantes. Et du coup, comme on a teasé le nouveau format de composants, je te propose qu'on commence directement avec Analog.js. Est-ce que tu connais Analog.js, Benjamin ? Et oui, un petit peu, parce que j'ai commencé à migrer mon site actuel, qui est fait en Nuxt, sur de l'Analog.js. Et pour le moment, ça s'est plutôt bien passé, c'est assez rapide. On va revenir déjà sur ce que c'est qu'Analog.js. Ça fait partie des groupes de frameworks qu'on appelle les méta-frameworks. Rien à voir avec Facebook. Hein. Du coup, en méta-framework, on a Next.js, on a Nuxt, on a SvelteKit, QuickCity et d'autres. Alors, quel est le principe d'un méta-framework, Denis ? Alors, question rhétorique, je vais répondre moi-même à la question. Le principe d'un méta-framework, c'est de se baser sur un framework existant en ajoutant un cadre supplémentaire au cadre déjà en place. Si on prend l'exemple de Nuxt, on va avoir un choix prédéfini de lib mis en place pour compléter les différentes couches qui séparent la partie uniquement rendue de Vue, par exemple, avec les components, jusqu'à la couche qui appelle le back-end avec le choix d'Axios, par exemple. En gros, en très gros, c'est comme avec Angular.
mais on va également ajouter des petits trucs en plus pour une bonne DX. Par exemple, en ajoutant de la SSG, de la SSR ou encore de l'hybridation. Ça veut aussi dire du routage basé sur votre arborescence de fichiers, un peu à l'ancienne, quand vous déposiez vos fichiers HTML sur votre FTP. Et la plupart du temps, on a également un support des fichiers Markdown ou bien juste de la façon d'écrire du Markdown dans du fichier HTML, permettant rapidement de faire des pages au format Markdown, comme je viens de le dire, ou bien de la documentation. Vous vous rappelez sans doute, quand on parlait des Jamstack, eh bien là, on est en plein dedans. On est sur les mêmes principes. On avait parlé dans le Front-End Chronicles 5 Jamstack. Ouais, le 5, ouais. Et aussi le Front-End Chronicles 12 sur Docusaurus. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans Analog.js du coup ? Donc c'est quelque chose qui est construit par-dessus Angular, qui est là pour fournir une expérience qui est à peu près similaire à celle de Next, Nuxt, etc. On a une intégration plutôt bien faite de NX, de Astro et de Angular Material. Yes, et on avait oublié de préciser, mais le créateur de ce framework, c'est Brandon Roberts. C'est pas n'importe qui, hein, c'est quelqu'un qui a fait ses armes aussi sur NGRX, mais qui est également GDE. Voilà, on mettra son GitHub dans les notes de l'émission. Passons à la communauté suivante, qui n'est pas des moindres, Angular Dev France, qui est d'ailleurs une communauté assez récente, Denis. Assez récente, fondée à Nantes. Voilà, faut le préciser. Il faut le préciser, exactement. Donc, communauté francophone qui a l'objectif en fait de rayonner au moins au niveau francophone. Ils essayent en tout cas de partager pas mal de choses qui se passent côté Angular et un peu partout. Qu'est-ce qu'ils font comme événement ? Ils font un live YouTube tous les mois. Et les lives YouTube, en fait, accueillent quand même des gros speakers. Alors, quand je dis gros speakers, c'est des speakers qui ont quand même pas mal de bouteilles et qui sont pas mal reconnus. Voilà, on a des GDE, on a des gens de la team Angular, on a des gens qui connaissent très très bien Angular. Donc, c'est plutôt cool. Les talks sont aussi disponibles en replay, bien sûr. Donc là, il y en a 4 ou 5, je crois. Dont un qui était très intéressant, c'était sur un Angular 17 et il y avait un tour de table d'experts sur justement Angular 17. C'est ça, parce qu'en fait, en plus, comme c'est assez récent, malheureusement, c'est pas très très bien référencé au niveau SEO, mais en tout cas, c'est très très pro. Donc, tout ce qu'on leur souhaite, c'est au minimum qu'ils soient bien référencés, parce que pour l'instant, ils le méritent largement. Et c'est vrai qu'au niveau contenu francophone, Angular, c'était un peu l'enfant pauvre des frameworks. Donc cette initiative est vraiment très bienvenue. Dans le même écho, on a une autre communauté francophone qui s'est lancée un peu avant, qui s'appelle Bonjour Angular, qui est aussi fait du coup par un Français. Et du coup, on a une plateforme, on vous mettra ça aussi dans les notes d'émission. On a donc une plateforme qui contient un espace d'apprentissage assez complet, en vrai. En plus, ce que j'ai trouvé pas mal intéressant dans la partie apprentissage, quand je dis apprentissage, c'est on apprend comment utiliser des guards, comment utiliser les signaux, etc. Mais je trouvais qu'il y avait des encarts qui étaient assez intéressants où en fait on allait un peu plus loin qu'Angular. Donc par exemple, on discutait un petit peu de NGRX et on a aussi une partie astuce, mais la partie astuce c'est pas de la syntaxe, c'est vraiment des astuces de problèmes qu'on pourrait avoir tous les jours. Donc je peux vous en citer une. Là par exemple, je suis devant une astuce qui dit moins utiliser les fonctions onInit et onChange. Et donc du coup, on nous explique avec les signaux, par exemple, comment on peut réécrire certains codes qui étaient faits avant pour moins utiliser en fait les onInit et onChange qui étaient là du coup. En général, le onChange, on va le mettre sur des changements au niveau des inputs. Mais avec les signaux, c'est des choses qui deviennent un peu obsolètes, en fait. On n'a plus besoin, on va pouvoir faire des computed, on va pouvoir faire des effects. Et donc, du coup, je trouve qu'on a une approche qui est plus... qui n'est pas uniquement une présentation des features, mais aussi une réflexion de « Ah tiens, je faisais ça avant, et peut-être que maintenant, mes usages vont changer parce que ça ne fonctionne plus comme avant. » Et il y a aussi surtout un élément qui est très important, c'est qu'il y a un Discord avec plus de 1500 personnes actuellement où on peut discuter. Et donc 1500 francophones pour discuter de l'Angular, c'est plutôt cool. C'est plutôt honnête. Ouais. Et du coup, là, c'est pareil. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets, des choses à présenter, là, vous avez du monde. Vous pouvez toucher pas mal de monde. Donc ça, c'est plutôt cool. Yes. Et du coup, communauté suivante, là on est plus sur des conférences avec Angular Nexus. Alors Angular Nexus, c'est quoi ? Vous connaissez NG Poland, peut-être, NGBE, ou bien encore NG Vikings. Eh bien Angular Nexus, c'est ni plus ni moins que NG France, sauf que ça s'appelle Angular Nexus.
c'est le futur événement annuel sur Angular en France et à Paris. Le nom, il a été choisi parce que il y avait aussi des pistes autour de NG Paris ou Angular Paris, mais on ne voulait pas non plus associer trop à la ville. C'est-à-dire que c'est une initiative pour toute la France, et même si ça se passe à Paris, comme la plupart des grosses conférences se passent dans la capitale, et ben là, en fait, on a choisi un nom qui est un peu plus global. Et donc, du coup, ça sera à Paris, ça sera vers la fin de l'année, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas du tout d'annonce encore des speakers, mais il y aura des speakers à peu près du même acabit que pour NGBE, NG Poland et compagnie, donc des très gros speakers. Et les talks seront en anglais. Et enfin, on va terminer cette partie communauté avec, pareil, quelque chose que tu m'avais partagé, Denis, qui s'appelle Angular Challenges, fait par un GD de Lyon. Moi, c'est un petit truc que j'ai trouvé comme ça. Alors, petit truc, je dénigre absolument pas. Au contraire, je trouve ça vachement, vachement cool. C'est un ensemble de défis pour progresser en Angular. Donc, il y a plusieurs thématiques. Voilà, des choses très très basiques comme du rendu HTML avec des choses beaucoup plus compliquées sur du routing, de la gestion d'état. L'avantage, c'est que vous avez vos thématiques, vous avez des niveaux de difficulté différents. Donc, du coup, vous pouvez commencer très facilement, très simplement au début, et puis après, vous pouvez aller chercher des challenges un peu plus costauds. Et moi, ce qui m'a pas mal plu aussi dans ce projet-là, c'est qu'on a une approche, une sorte d'initiation aussi à l'open source, parce qu'en fait, on est invité et accompagné sur la contribution à ce projet-là. Donc, c'est-à-dire qu'on va nous montrer un peu les règles du jeu de l'open source et comment on peut contribuer au projet. Et ça, je trouvais ça vraiment cool. Et pour retrouver ce site web, bien sûr, encore une fois, les notes de l'émission qui seront très, 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 très grandes. Très grande liste. Angular-challenges.vercel.app. Et nous sommes déjà à la fin de cet épisode 20. On ne l'a pas dit en intro, mais ça marque la saison 3 de Front-End Chronicles, bien sûr. Exactement. Épisode quand même chargé, plein d'informations. T'en penses quoi, toi, de tout ça, de tout ce qu'on a vu là, tout ce qu'on s'est dit moi, je suis quand même plutôt hype. Bon, c'est un peu notre bébé aussi, Angular, hein, donc voilà. Mais toi, t'en penses quoi de tout ça ? Eh ben, c'est cool. Encore une fois, je le dis à chaque fois qu'on parle d'Angular, comme si on était obligé de se justifier sur le côté, oui, Angular, c'est un framework vieillissant. C'est compliqué de le dire aujourd'hui, le framework vieillissant. Il y a eu tellement de boulot et tellement d'avancées là, ces 6 derniers mois, même cette année 2023 qui s'est tout juste écoulée, qu'on ne peut pas encore tenir ces propos-là actuellement. Je te dirais même qu'il y a tellement d'avancées aujourd'hui sur Angular que ça éclipse totalement ma veille tech que j'avais habituellement aussi sur les autres frameworks. Là, Minko, justement, à chaque fois sur Twitter, il tease que 2023 c'est bien, mais que 2024 ça peut être encore plus gros pour Angular. Et en plus, on a terminé avec une partie communauté qui montre que quand même c'est ultra actif et qu'on va enfin avoir un gros événement en France de conférences sur Angular avec Angular Nexus. Et toi, donc, tu viens de nous dire que tu avais une hype. Mais qu'est-ce que tu en penses de tout ça, là, aujourd'hui, Angular en 2024 ? Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Tu parlais de Minko, d'ailleurs, de sa communication. Très récemment, il vient aussi d'évoquer le fait qu'il regardait côté Angular pour envoyer plus de features et des plus petites features. Mais en gros, augmenter la cadence avec des plus petites features. Moi, j'aime bien cette approche-là. Moi, la montée de version Angular 16 à Angular 17, c'est la plus facile que j'ai jamais fait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a quasiment aucun breaking change. Et toutes les autres features qui sont sorties, c'est soit du developer preview, donc à activer si on veut les tester, soit c'est des nouvelles features qui sont optionnelles. Et donc, en fait, on n'est pas obligé de changer notre code base. Et ce que j'ai l'impression qui arrive en fait à chaque fois sur les versions Angular, et c'est très récent, en fait, on décorrèle le moment où on fait la montée de version du moment où on modifie le code. Et ce qui fait que là, en fait, on monte en 17, on va monter bientôt en 17.1, et puis c'est que après, par exemple 2 mois après, une fois que notre appli est en prod, on a plus peur en fait de la version, que là, on va se dire, tiens, on va passer sur des signaux. Là, on va pouvoir passer sur le nouveau control flow. Là, on va pouvoir utiliser de nouvelles fonctions du routeur, etc. Et du coup, c'est cool parce qu'avant, on avait quand même des changements qui étaient couplés à la montée de version, quoi.
Et enfin, je te rejoins, Angular Nexus, pour moi, c'est trop cool. Je vais essayer d'y aller cette année. Je sais pas si je pourrais y aller, mais je vais essayer d'y aller. Et puis ouais, toutes les communautés, c'est vrai qu'on n'en parlait pas trop quand on parlait dans les anciens épisodes de podcast d'Angular, mais du coup, maintenant, il y a plein de choses en France, et c'est plutôt cool. Et donc 2024, on ne devrait pas s'ennuyer au niveau Angular, mais il y a aussi plein d'autres sujets à aborder. Et d'ailleurs, en parlant de plein d'autres sujets, on peut du coup vous teaser le prochain épisode. Le prochain épisode, ce sera sur Bun.js. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, mais également sous forme d'un lien unique, bento.me/fec. Encore une fois, les notes de l'émission, si jamais vous voulez retrouver nos contacts, tout ce qu'on a dit sur le podcast, mais également nous proposer des sujets ou nous contacter, ça sera encore une fois dans les notes de l'émission. On vous dit à la prochaine pour l'épisode 21. Eh bien oui, à la prochaine. À la prochaine alors.